Salut les chimistes, je suis hyper content de vous retrouver. Oui, vous ne rêvez pas, on va faire une méga carte mentale avec tout le programme de PCSI, PC. Donc ça veut dire Bac plus 1, Bac plus 2 en chimie organique. Avant de démarrer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël Blaro, je suis professeur de chimie en classe préparatoire aux grandes écoles, en classe de PC, donc en deuxième année. Et voilà, sur cette chaîne, je propose du contenu pour les étudiants et les collègues, notamment ceux qui se forment pour l'agrégation. Et puis, il y a une deuxième chaîne Blablaro au labo où là, c'est plus de la vulgarisation pour les chimistes avec aussi quelques vidéos éducatives. Bref, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire la synthèse, surtout que je sais qu'il y en a certains qui ont besoin de ça maintenant, la synthèse de tous les chapitres que vous avez vus en PCSI, PC. Mais quelques petites précautions s'imposent. Il faut absolument, pour que ce soit efficace, que vous fassiez de l'apprentissage actif. Ça veut dire que si vous regardez la vidéo passivement en recopiant ce que je fais, ça va être satisfaisant pour vous. Vous allez vous donner une illusion d'avoir bien travaillé, mais en réalité, vous n'allez pas progresser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, vous allez voir qu'une partie de la fiche a déjà été complétée dans cette vidéo, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait une vidéo qui prenait toutes les réactions du programme de PCSI. Donc en fait, il y aura deux vidéos qui, mises ensemble, feront la carte mentale complète. Okay, donc première chose, pour ceux qui n'ont pas déjà validé la vidéo programme de PCSI, allez valider la vidéo programme de PCSI. Ensuite, comment utiliser cette vidéo? Je vous mets, je suis désolé, il y a mon chien qui fait du bruit, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. En description de la vidéo, vous avez un petit PDF que vous pouvez télécharger avec la fiche à compléter. Donc déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas télécharger cette fiche, tu vas l'imprimer en plusieurs exemplaires, tu vas mettre pause sur la vidéo et tu vas toi-même essayer déjà de la compléter au mieux. Et franchement, n'aie pas peur de faire des erreurs. Au contraire, en fait ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage actif, voire même de l'apprentissage génératif. Donc il faut que tu prennes le temps d'essayer de compléter la fiche. Il faut que tu ailles jusqu'au moment où tu bloques, tu es à sec, d'accord? Et ensuite, tu vas regarder la vidéo et on le fait ensemble. Et quand tu as besoin, tu mets pause, tu reviens en arrière, etc. N'oubliez pas l'apprentissage passif qui consiste à lire des cours, à lire des fiches, à recopier des cours pour faire des fiches. Tout ça, ça ne fonctionne pas au niveau des classes préparatoires. D'ailleurs, enfin, ça ne fonctionne pas vraiment tout court. C'est des méthodes. Bref, je vous ferai une vidéo de méthodo. Dites-moi si ça vous intéresse, j'ai quelques idées de vidéos pour optimiser, on va dire, votre apprentissage. Bref, une fois que tu as fait ça, télécharge en plusieurs exemplaires. Pourquoi? Parce qu'il faut réactiver un petit peu de temps en temps la connaissance. Et donc le fait d'avoir ta fiche et de te dire, de temps en temps, je peux la recompléter, c'est une bonne chose. Après, si ça te fait plaisir, tu peux en faire une version que tu corriges avec moi complètement au propre, parce que c'est satisfaisant d'avoir l'objet. Mais ce n'est pas ça qui fait progresser. Ce qui fait progresser, c'est de se casser la tête, de retrouver les connexions entre les différentes parties. Voilà pour la partie introduction, je pense que c'est déjà pas mal. Si ce genre de vidéo te plaît sur la chaîne, s'il te plaît, montre-le moi, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Partage la vidéo et puis mets-moi un petit pouce parce que c'est ça qui va me pousser justement à t'en faire d'autres. Allez, cette fois je pense qu'on a fini la partie administrative. Si vous entendez des bruits de croque, c'est mon chien qui se fait les dents. Allez, on est parti. Alors avant d'attaquer, regardons la structure globale de la fiche. Vous voyez, toute cette partie-là, c'est la fiche qui a déjà été faite dans l'autre vidéo. Donc je considère que ça, c'est acquis. Maintenant, vous voyez, à partir d'ici, bam, de l'alcène, on va avoir tout ce qui est autour du chapitre, ou des chapitres, selon comment votre professeur a décidé de traiter le programme. Hein. Toutes les dérivés éthyléniques ici. Là, je suis reparti de l'aldéhyde pour mettre un aldéhyde qui n'est pas tout à fait le même, j'expliquerai pourquoi. Ici, pour faire tout ce qui est la chimie des carbanions stabilisés, ça veut dire des zénolates. Et ici, j'ai isolé l'acide carboxylique pour faire toute la chimie des additions-éliminations, donc des acides carboxyliques et dérivés. Voilà, pour que vous voyez un peu la structure. Évidemment, j'aurais pu faire une carte sans forcément extraire les molécules et faire que des flèches. Je l'ai déjà fait, mes étudiants, je leur donne le challenge un petit peu tous les ans de le faire. Il y en a qui font ça très bien, mais là, je me suis dit, c'est bien que j'essaie d'isoler les différentes parties. Donc en gros, on va le faire en 3 coups. Ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer par la chimie des carbanions stabilisés. Pourquoi ça? Parce que je pense que c'est une des plus importantes. C'est celle qui va permettre la création des liaisons carbone-carbone. Donc c'est parti, on va commencer par là. Hop. Donc là, je suis parti du propanal. Je vous propose qu'on démarre par la voie de gauche. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a NaH qui est une base très forte ici. Et on se rappelle que une base très forte, ça va permettre de capter le proton qui se trouve en alpha ici.
du groupe carbonyle qui a un effet mésomère attracteur. Donc la première étape serait une acide-base. D'accord ? Et ça veut dire qu'on formerait un énolate, le fameux carbanion stabilisé. Et dans une deuxième étape, ça réagit avec CH3Br selon un mécanisme SN2, parce que CH3Br est un halogénoalcane nulaire. Et donc, a priori, le produit attendu, ce serait un propanal méthylé, ce qui nous donne en fait l'isobutanal. Mais rappelez-vous, dans cette réaction de C-alkylation, parce que c'est comme ça qu'elle se nomme, ici on a donc une C-alkylation, donc je vais mettre en bleu les natures des réactions, eh bien on a le problème de la polyalkylation, c'est-à-dire qu'ensuite la base ou bien l'énolate qui a été formé peut venir déprotoner le H qui est ici pour réalkyler. Donc en pratique, c'est une réaction qui est très compliquée à contrôler. Et donc, pour s'en rappeler, je vais me mettre le produit dialkylé. Et je peux me mettre une petite remarque, d'accord, en mettant attention, polyalkylation dans l'exemple de cette réaction. Donc sur des aldéhydes comme ça qui vont avoir plusieurs H acides, en général, ça va être compliqué d'avoir un unique produit. C'est pourquoi ce n'est pas le type de substrat qu'on va choisir pour faire ça. En général, dans cette fiche-là, j'aime bien aussi préciser, je vais mettre en vert le nom des groupes fonctionnels. Donc ici, bon, bah là, on avait, il n'y a rien de spécial, hein. On est passé d'un aldéhyde à un aldéhyde qui a été alkylé. Maintenant, on va aller explorer ce qui se passe vers la droite. Ça veut dire qu'on va mettre de l'éthanolate de sodium dans l'éthanol avec un aldéhyde. Et si j'analyse la suite de la synthèse, on voit qu'on garde les mêmes conditions et qu'on chauffe pour aller vers ce composé-là, que je vais nommer tout de suite, où on voit en fait que j'ai ici une double liaison conjuguée avec un aldéhyde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un alpha énal. Et donc normalement, on doit voir ici qu'il faut déjà connecter deux aldéhydes entre eux pour avoir une molécule ici, qui ensuite, par déshydratation, conduit à l'alpha énal. Donc normalement, vous reconnaissez, je ne rentre pas dans les détails, hein, je ne peux pas refaire tous les raisonnements, l'idée c'est de faire une carte mentale, une synthèse du cours, donc je ne peux pas tout réexpliquer, mais on reconnaît normalement une aldolysation suivie d'une crotonisation. Et donc ça veut dire que le produit formé intermédiairement, ça va être un bêta-aldol, qui aurait donc cette structure-là. Bêta-aldol. J'aime bien rappeler en rouge un petit peu les étapes mécanistiques. Donc on se rappelle ici, le ion éthanolate va venir déprotoner en alpha, donc on va former un énolate, donc première étape acide-base. L'énolate va venir s'additionner sur le carbone d'un carbonyle, donc il y a une addition nucléophile. Et enfin, il y aura une nouvelle acide-base pour passer de l'aldolate à l'aldol. Okay, donc si je résume les étapes, et il ne faut pas hésiter à réécrire le mécanisme, on aura donc une acide-base, puis une addition nucléophile, puis à nouveau une acide-base pour l'étape d'aldolysation. On appelle ceci un bêta-aldol parce que le groupe principal, c'est un aldéhyde qui est ici. D'accord ? Et donc, en bêta, j'ai un groupement hydroxy. Donc, le nom en nomenclature officielle, ce serait un bêta-hydroxyaldéhyde. Et aldol, c'est une contraction de aldéhyde et alcool. Ensuite, on a l'étape de crotonisation. Donc, je rappelle que la crotonisation peut se faire en milieu acide ou basique. Ici, dans la synthèse, j'ai mis des conditions basiques avec l'éthanolate de sodium qui donne donc l'ion éthanolate qui aurait un pK autour de 17, donc c'est une base forte. Et donc dans ce cas, le mécanisme, rappelez-vous, c'est une E1CB. La E1CB se faisant en deux étapes, c'est-à-dire qu'on passe par le carbanion, la base va venir déprotoner l'hydrogène ici, et dans une deuxième étape, on élimine les HO-. Voilà, et donc je rappelle au passage que la séquence aldolysation plus crotonisation, c'est ce qu'on appelle une condensation aldolique. Ensuite, on a une autre étape ici où on a un énolate nucléophile, donc, qui peut venir faire une addition sur un composé carbonylé alpha-bêta insaturé, ici que j'ai appelé alpha-énal. Donc, dans ce cadre-là, on avait montré en cours que c'était une réaction qui allait se faire selon une addition nucléophile 1,4. Donc ici, le mécanisme, ce serait une addition nucléophile 1,4. Puis, alors je vais mettre
pardon, je vais garder ma manière de noter habituelle. 1,4 plus, ah pardon, j'ai du mal, plus une acide base et puis une tautomérie. Parce qu'après on arrive d'un énol et donc on va reformer l'acétone. Bien évidemment, si vous avez des difficultés avec les mécanismes, je vous renvoie au cours. Je sais que pour des gens qui débarqueraient, ça peut paraître difficile. Je fais une synthèse qui, évidemment, au niveau de mes étudiants, une fois qu'on a vu le programme, il va de soi que s'il y a des étapes que vous trouvez compliquées, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre pause, les reprendre, etc. Là, on est sur un rythme qui correspond à quelqu'un qui a fait le programme de PCS-IPC, qui a déjà un bon niveau en chimie organique. Donc forcément, je vais un peu vite, et si je réécrivais les mécanismes, on en aurait pour la journée. Donc ici, hop, on aurait ce type de structure, tac, comme ceci, qui provient tout simplement du fait que le carbone nucléophile est venu s'additionner sur ce carbone-là. Donc là, on peut appeler ça un composé 1,5-dicarbonylé. Vous voyez, si je m'amuse à numéroter, 3, 4, 5, donc j'ai là un composé 1,5 dicarbonylé qui est issu d'une étape qu'on appelle, tiens, j'ai oublié de le mentionner, l'addition de Michael. Et bien voilà, ensuite on reconnaît que, regardez, on remet de l'éthanolate de sodium dans l'éthanol à chaud, donc les mêmes conditions que la séquence ici, aldolysation, crotonisation, et on part de 2 composés carbonylés. Donc là, normalement, on a compris l'histoire, c'est juste histoire de montrer que tout ça, ça peut recycliser. Donc ici, qu'est-ce que j'ai la base pourrait être déprotonée en alpha d'un carbonylé, donc soit sur le carbone 2, soit sur le carbone 4, soit sur le carbone qui est à droite du carbone 1. Or, si on regarde la taille des cycles que ça pourrait faire, puisque mettons que je fais un carbanion en 2, il vient s'additionner ici, je ferai un cycle à 4, alors que le carbanion ici fera un cycle à 6. Donc évidemment, c'est cette option qui va être choisie. Donc on va former en fait une liaison entre le carbone à droite du 1 et le carbone 5. On fait un cycle à 6 chaînons. Et là, on fait toute la séquence de condensation, condensation aldolique ou cétolique. Donc, on fait, ça veut dire tout ce qui a été fait avant, à savoir aldolysation plus crotonisation. On arrive ainsi à un cycle à 6 chaînons. Et donc, on forme une alpha-énone cyclique. Tac, et donc ça doit nous donner, que je fasse pas d'erreur, ceci, mais si, attendez, j'ai fait n'importe quoi, il doit être ici, la double liaison doit être là, tac, voilà, j'ai été trop vite, hop, et voilà, on arrive donc au composé suivant, donc ici j'ai une alpha-énone cyclique. Pour rappel, la combinaison ici, addition de Michael plus la condensation aldolique intramoléculaire, c'est ce qu'on appelle l'annélation de Robinson, mais en fait ce terme n'est pas forcément au programme. Vous voyez déjà les amis qu'à ce stade, eh bien, on a fait une jolie petite fiche sur le cours qui concerne les énolates. Voilà, j'espère que tout ça est clair pour vous. Je rappelle encore une fois que c'est un chapitre qui est vraiment extrêmement important car c'est le chapitre emblématique de la création de liaisons CC dans le programme de 2e année, le chapitre emblématique de la création de liaisons CC dans le programme de 1re année étant le chapitre qui concerne les organomagnésiens. Cela étant fait, je vous propose maintenant qu'on passe à la 2e grande partie qui va concerner les acides et dérivés. Donc ici, voilà ce que nous avons. Alors, on commence par se poser 2 minutes et regarder ce qu'on a. En plein centre, nous avons un acide carboxylique. À gauche, j'ai un amide. Et à droite, j'ai un ester. Ok. Et donc, on voit ensuite qu'on a plusieurs voies de passage pour aller des uns aux autres. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par le passage de l'acide carboxylique à l'ester. Donc, celui-ci se fait par une estérification de Fischer. Donc je vais le noter, estérification Fischer. Donc les conditions ici, si je veux intégrer cette chaîne-là, il va falloir travailler comme réactif, ça va être l'éthanol. En catalyse acide, donc je vais mettre H plus catalyseur et après, selon la situation, on choisira différents catalyseurs. Je ne rentre pas trop dans le détail ici. Et en général, on travaille à chaud parce que je rappelle que l'acide carboxylique est un électrophile médiocre, l'alcool est un nucléophile médiocre,
Et donc, on a deux moyens de permettre que cette réaction qui serait lente, typiquement, vous regardez dans une bouteille de vin, hein, vous avez de l'éthanol, vous avez des acides carboxyliques comme l'acide succinique, etc. Et ils ne vont pas forcément s'estérifier, ou ça va être très lent. Donc, quand on a des réactifs aussi médiocres, eh bien, on va mettre un catalyseur, le H+, va activer le carbonyle ici, et puis on va chauffer pour accélérer la réaction. Donc, on a deux moyens d'accélérer la réaction. Pour passer de l'ester à l'acide carboxylique, ici, ça va être une hydrolyse. Donc, on a deux possibilités. Il y a soit l'hydrolyse acide, donc je mets les deux, hein, hydrolyse acide ou hydrolyse basique. Donc, c'est une hydrolyse d'ester. Et on va se rappeler au passage que, alors même si je ne rappelle pas tous les mécanismes, donc hydrolyse, on va se rappeler que pour les esters, l'hydrolyse basique est plus efficace que l'hydrolyse acide. Pourquoi ça? Parce que l'hydrolyse acide, elle est équilibrée, là où l'hydrolyse basique, en fait, c'est une réaction qui va être quantitative. Je vous rappelle que si vous regardez le mécanisme de l'hydrolyse basique, il se fait seulement en 3 étapes. On a l'addition nucléophile des ions hydroxyde, suivi d'une élimination, suivi de la dernière étape acide-base. Et en fait, c'est cette dernière étape qui va déplacer l'équilibre, parce que la constante vaut 10 puissance 12. Bref, je vous renvoie au cours, pour ceux qui ont mes cours, et puis pour ceux qui ont d'autres cours, je vous renvoie à vos cours. Mais en tout cas, l'hydrolyse basique, sur le plan thermodynamique, elle est quantitative. Bref, voilà pour la conversion d'un acide carboxylique à un ester et d'un ester à un acide carboxylique. Mais il y a d'autres voies de passage. On va commencer par une des très classiques ici. On va descendre en fait avec le chlorure de thionyle ou le trichlorure de phosphore ou le pentachlorure de phosphore. On va convertir l'acide carboxylique en un électrophile beaucoup plus fort, à savoir un chlorure d'acyle. Et donc le chlorure d'acyle est un électrophile très fort. Ensuite, le chlorure d'acyle, on peut le faire réagir directement avec de l'éthanol et donc ça va nous permettre de produire l'ester. On peut très bien envisager d'ajouter une base, c'est pas forcément obligatoire, c'est-à-dire que si on n'ajoute pas de base, on va former de l'acide chlorhydrique, donc il faudra le piéger d'une manière ou d'une autre. Donc par exemple avec une garde avec de la soude, mais on peut aussi ajouter par exemple une amine tertiaire ou de la pyridine pour piéger, pour même éviter la formation de l'acide chlorhydrique. Et à la place, on aura un chlorure d'ammonium ou de pyridinium. Pour cette estérification, le mécanisme, ça va être une addition nucléophile suivie d'une élimination et enfin une réaction acide-base pour récupérer du coup le H+, soit c'est le chlorure, encore une fois, soit c'est la base qu'on aura ajoutée dans le milieu. Voilà, chers amis. Ensuite, du chlorure d'acyle, tiens, on va... De la même manière, avec le chlorure d'acyle, on peut aller à l'amide, d'accord? Là, c'est assez simple, sauf qu'au lieu de mettre de l'éthanol, on va prendre l'analogue azoté d'un alcool, à savoir l'amine correspondante. Donc, on va prendre l'éthylamine, tout simplement, et donc on va faire une réaction dite d'amidification. Ici également, le mécanisme suit addition nucléophile plus élimination, plus une acide-base. Voilà. Ensuite, tant qu'on est sur les amides, on peut repartir de l'acide carboxylique. Je vous propose qu'on aille voir comment, à partir de l'acide carboxylique, on pourrait tenter de synthétiser un amide. Là, l'idée, c'était de dire quoi? Que par analogie avec l'estérification de Fischer, on pourrait espérer faire une réaction entre une amine et un acide carboxylique. En fait, cela est une grave erreur, car ça ne marchera pas en raison de la réaction acide-base. Donc, je voulais juste remettre en évidence dans la fiche que si vous regardez les pK d'une amine qui va être autour de 10 et d'un acide carboxylique qui va être autour de 5, vous prenez 20 secondes pour me faire un petit diagramme de prédominance et vous allez voir qu'en fait, ces deux composés réagissent par réaction acido-basique. On va donc avoir un carboxylate et un ammonium. Autrement dit, on désactive simultanément le nucléophile et l'électrophile. Donc en chimie fine, on oublie complètement cette voie de synthèse, elle est inefficace. Maintenant, en toute honnêteté, il existe des procédés, par exemple des procédés industriels avec des molécules très simples, où si je chauffe vraiment comme un gros bourricot, je vais réussir à remonter entre guillemets la réaction acido-basique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et à faire la réaction amine plus acide carboxylique. Mais ça reste du cas particulier que vous ne rencontrerez pas. Et de manière générale, on peut le retenir comme étant une méthode très inefficace à cause de la réaction acide-base. Ok, donc ici, attention, il y a l'acide-base qui pourrit tout. Pour ce qui est du passage de l'amide à l'acide carboxylique, là c'est comme pour l'ester, on va faire
Tiens, vous savez ce que je vais faire? Je vais tenter un truc. Hop. Ah non, ça marche pas. Je voulais essayer de copier... Non, ça ne marche pas non plus. Bon, je vais arrêter mes tests en live et je vais écrire tout simplement. Donc effectivement, on va avoir soit l'hydrolyse acide ou basique. Et d'ailleurs, ça se fait à chaud, hein, ici également. En général, on chauffe quand même. La différence avec les amides, et là je vous renvoie au cours également, pardon, et au mécanisme, c'est qu'effectivement, l'hydrolyse acide est plus efficace que l'hydrolyse basique. Donc ici, acide supérieur à basique, même si les deux fonctionnent. Ok. Et je rappelle qu'au niveau du programme, le mécanisme de l'hydrolyse acide est au programme, le mécanisme de l'hydrolyse basique ne l'est pas. Mais normalement, vous avez les connaissances pour proposer quelque chose. Pour l'hydrolyse des esters, les deux mécanismes sont au programme. Pour l'hydrolyse acide, c'est simplement l'inverse de l'estérification de Fischer. Donc c'est assez simple et on l'avait déjà vu. J'ai une vidéo sur l'estérification de Fischer, donc si besoin, vous pouvez aller la voir. Voilà, chers amis, on est déjà bien avancé. Maintenant, il ne faut pas oublier, il y a la méthode où on passe par des anhydrides. Donc, on va décortiquer un petit peu ça. Donc là, j'ai l'acide carboxylique, donc j'ai mis soit je le mets avec un chlorure d'acyle, et là, on va faire la méthode des anhydrides mixtes, soit P2O5, c'est un agent déshydratant, ce truc-là. Je le mets, agent déshydratant. Et donc les deux acides carboxyliques vont se combiner pour former un anhydride symétrique. Donc en gros, les deux possibilités, ça va être soit de former hop, un anhydride mixte comme ceci, ou alors un anhydride symétrique comme ceci. Voilà, chers amis. Donc, si je pars avec le chlorure, je fais l'anhydride mixte. Et si je pars avec le déshydratant, je fais l'anhydride symétrique. À noter que les anhydrides, de même que pour les chlorures d'acide, sont des électrophiles très forts. Et puis après, on va suivre la même méthode. Là, j'ai envie de dire, il n'y a rien de neuf sous le soleil, hein. Pour aller à l'ester éthylique, je vais mettre de l'éthanol pour faire une estérification. Et ça suit le même mécanisme que si je partais d'un chlorure d'acide. Voilà, et puis pareil, pour aller à l'amide, c'est la même chose. On va mettre simplement l'éthylamine, et donc on fait une amidification qui suit le même mécanisme. Ma foi, c'est une histoire qui avance bien. Il nous reste quand même deux petites choses à voir. Réaction sur les esters. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a d'une part, alors j'aime bien traiter les deux réactions en même temps, parce qu'on a LiLH4 qui est donc un donneur d'hydrure. Alors je rappelle que dans le cadre du programme, on attend que vous donniez un mécanisme simplifié avec H-. Le mécanisme, on va faire en fait une addition-élimination, puis à nouveau une addition. Puisqu'à l'issue de l'addition-élimination sur un ester, c'est H- que vous allez faire rentrer. Ça va dégager ce groupe-là. On va avoir un aldéhyde. Je rappelle que si vous êtes bon avec les effets électroniques, l'aldéhyde est plus électrophile que l'ester et donc il va se remanger un H- et l'aldéhyde n'est pas isolable. Ok. Si vous n'êtes pas au point sur les effets électroniques, tout mon cours sur le sujet est en ligne et disponible gratuitement. Et j'ai aussi fait 6 vidéos, même plus, sur le sujet pour vous l'expliquer en long, en large, en travers. Pour moi, un étudiant ne peut pas être bon en chimie organique sans maîtriser les effets électroniques. Donc vraiment, allez là-dessus. Si ce n'est pas maîtrisé, donc les miens, je sais que c'est maîtrisé, il y a intérêt. Allez. Ensuite, on a une acide-base dans le traitement et donc on va former des alcools, un alcool primaire forcément du côté du carbonyle et puis de l'autre côté, un alcool qui va garder la classe qu'il avait initialement. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ceci, donc la partie qui correspond à la partie à gauche, donc qui sera nécessairement un alcool primaire, et de l'autre côté, ici, ça va libérer de l'éthanol. Là, c'est un alcool primaire parce que le squelette dans la molécule que j'ai montré, il est comme ça, mais ça pourrait être un alcool secondaire ou tertiaire. Donc je vais le préciser. Ici, j'ai un alcool primaire à gauche, et puis en face, un alcool. Je ne précise pas la classe parce que ça va dépendre du substrat que je considère. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est avec l'organomagnésium, c'est un peu la même chose. On travaille avec deux équivalents, donc le nucléophile, ça serait l'organomagnésium. On peut imaginer que c'est un équivalent de CH3- d'un anion méthylure. Il va venir faire addition-élimination. On a une cétone, et la cétone étant elle aussi plus électrophile que l'ester, et même chose, rebelote.
Et donc on a addition, élimination, addition. On arrive à un alcoolate et après traitement par l'acide base, on arrive également à un alcool. Mais cette fois-ci, nous allons produire un alcool tertiaire, tac, comme ceci, d'un côté, et puis un alcool dont je ne précise pas la classe de l'autre côté. Et puis j'aime bien présenter ces deux réactions ensemble parce que globalement, les deux se font dans un hétéroxyde anhydre, donc c'est le même type de solvant, c'est le même type de conditions, bref, ce sont des synthèses qui se ressemblent. Je trouve qu'il est important en fait de les apprendre en même temps, puisque ici, en fait, j'ai fait rentrer des H-, donc qui vont tout simplement se retrouver ici, alors que de l'autre côté, j'ai fait rentrer des CH3-, tout simplement. Et voilà, mes chers amis, nous avons donc une fiche sur les acides et dérivés. C'est pas magnifique ça, on est en train de se faire 3 synthèses de cours en une seule vidéo, franchement. Mettez-moi un petit pouce si ça vous plaît, mettez-moi un petit commentaire si ça vous plaît, vraiment, voilà, soutenez le travail si ça vous plaît. J'ai passé beaucoup de temps en fait à préparer ce truc-là, donc je suis vraiment content de vous le présenter. Allez, on va sur le dernier morceau à compléter, et ça se passe là. Ça se passe là, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà, on voit un alcyne là-haut, parce que j'avais envie de vous rappeler la synthèse des alcènes à partir des alcynes. Donc ici, c'est avec du dihydrogène, mais il faut un catalyseur empoisonné, comme le catalyseur de Lindlar, le palladium de Lindlar. Et donc la nature de la réaction, ici, ce serait une réduction. Je rappelle que les deux hydrogènes s'additionnent en position relative 6, et que donc si l'alcène avait une configuration, on formerait l'alcène de configuration Z. Okay, donc on rappelle que c'est une syn-addition. Je le mets ici. Ensuite, on voudrait voir comment de l'alcène on peut passer à cet alcool ou cet alcool. Donc je vous rappelle qu'on a deux méthodes pour synthétiser un alcool à partir d'un alcène. Donc la première méthode ici, ça va être l'hydratation acido-catalysée. Donc par exemple, de l'eau avec de l'acide. Et donc ça va être la méthode d'hydratation. Je vais mettre hydratation, mais on peut dire hydratation acido-catalysée. Et au niveau du mécanisme, d'abord on va protoner l'alcène, mais c'est plus une addition électrophile de H+ qu'une acide base, parce qu'il y a des modifications de liaison covalente, puisqu'on perd la liaison double, donc je mets addition électrophile. Ensuite, addition nucléophile de l'eau, et enfin acide base pour rendre le proton. On peut aussi noter qu'en termes de régiosélectivité, on a du coup une régiosélectivité qui est dictée par Markov-Nikov, la règle de Markov. J'ai mis Markif. Markov. Ah, je suis perdu. Markov-Nikov. Je crois que j'ai fait des fautes. Bon, désolé. Hop. Markov-Nikov. Voilà, ça doit être bon. Et donc la règle de Markov-Nikov, c'est de dire qu'on passe l'alcool majoritaire est issu du carbocation le plus stable. D'accord? On a besoin de cette règle parce qu'en réalité, c'est une réaction sous contrôle cinétique. Bon, je vous renvoie au cours encore une fois pour ces détails-là. Bon, je crois que vous avez bien entendu mon chien. J'ai dû aller le balader entre-temps, mais me revoilà. C'est ce qui est bien avec l'appli avec laquelle j'enregistre, c'est que du coup, c'est assez facile de gérer l'arrêt et la reprise de la vidéo. Donc, nous revenons à notre alcène, où là, on souhaitait, donc en fait, juste dans l'étape avec l'hydratation, j'ai formé du coup l'alcool issu du carbocation le plus stable. Ici, on souhaite former l'alcool le moins substitué, je vais mettre. Et remarquez que je ne mets pas le plus substitué pour Markov-Nikov parce que c'est une erreur. On passe par le carbocation le plus stable et s'il y a des effets mésomères, parfois ce sera le moins substitué. Donc ne vous faites pas avoir. Bref, pour faire l'alcool le moins substitué, on va utiliser la séquence hydroboration avec le borane BH3, suivi de l'hydrolyse oxydante où j'utilise H2O2, donc le peroxyde d'hydrogène, c'est l'oxydant, et HO-, les ions hydroxydes pour être en milieu basique. Donc ici, c'est la séquence hydroboration, hydrolyse oxydante. Ensuite, je vous propose de passer sur cette voie-là où on prend un butadiène. Et donc, le butadiène, on se dit, ah, on a un diène conjugué, l'alcène doit jouer le rôle de diénophile, ça nous rappelle la fameuse réaction, je vais noter DA, c'est pour Diels-Alder. Et donc, au niveau du mécanisme, c'est ce qu'on appelle une cycloaddition. Voire même, alors en prépa, c'est la seule cycloaddition au programme, quoique. Mais la seule qui est explicitement, en tout cas au programme, on pourrait être plus précis en disant cycloaddition
4 plus 2, 4 et 2 désignant le nombre d'électrons pi des deux partenaires. Là, honnêtement, je vais un petit peu plus loin. Si déjà, vous savez dire que c'est une cycloaddition, on est très bien. Et donc, on va former, avec cette réaction de Diels-Alder, un cyclohexène, hop, comme ceci, hop là. Ensuite, je voulais quand même montrer l'hydrogénation des alcènes, parce qu'on a vu l'hydrogénation ménagée de l'alcyne, avec le catalyseur empoisonné pour s'arrêter à l'alcène, mais l'hydrogénation la plus classique, ça reste l'alcène en alcane. Donc, ici, on va utiliser du dihydrogène avec un catalyseur. Alors, en général, les catalyseurs qu'on va rencontrer, si on fait de la catalyse hétérogène, ça va être le nickel de Raney, le platine et le palladium. Si on fait de la catalyse homogène, c'est le catalyseur de Wilkinson, mais vous n'avez pas forcément à connaître la structure. Concernant la nature de la réaction, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est une réduction, c'est une synaddition, bref. On a déjà dit ça. Et enfin, il nous reste, voilà, on arrive au bout, chers amis. Il nous reste 2 étapes pour passer donc d'un alcène à ici ces motifs-là. Donc si on regarde bien, on a des diols, ce qu'on appelle des diols vicinaux. Alors diol vicinaux, ça veut dire 1,2 diol. Ça veut dire que j'ai 2 groupements alcool qui sont côte à côte. Et ici, on peut même dire qu'ils sont en position relative trans, ce qui fait référence à la stérochimie, puisque dans chaque substrat, j'ai un OH vers l'avant, un OH vers l'arrière. Ok. Donc ça, normalement, ça doit vous rappeler la séquence époxydation-hydrolyse. Donc le composé qu'on aurait au milieu, ce serait un époxyde, mais en fait, on peut en avoir 2 des époxydes, parce que l'oxygène peut être devant avec le méthyle derrière, ou alors je peux avoir l'inverse avec l'oxygène derrière et le méthyle vers l'avant. Pour faire cela, donc, les 2 étapes, je vous ai dit, c'est époxydation puis l'hydrolyse. Pour l'époxydation, les réactifs qu'on doit avoir, ça va être un peracide ou peroxyacide, donc RCO3H, donc le plus connu étant l'acide métachloroperoxybenzoïque, le fameux MCPBA. Et puis l'hydrolyse basique, simplement on va mettre HO- H2O. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, quand je mets H2O, si vous avez des lésions HO-, il va falloir de l'eau pour les solubiliser, mais vu la structure organique, il faudra aussi un cosolvant organique. Donc bon, je ne peux pas vous donner toutes les conditions au cas par cas, mais l'idée c'est de comprendre qu'il nous faut des ions HO-. Et puis rappelez-vous, on avait déjà mis la réactivité des époxydes aussi dans la fiche de première année. De manière générale, n'oubliez pas que les époxydes sont des électrophiles, on pourra additionner d'autres nucléophiles aussi, si on le souhaitait. Le mécanisme de l'époxydation n'est pas au programme, en revanche, le mécanisme d'hydrolyse basique de l'époxyde, il est tout bête, c'est une addition nucléophile suivie d'une réaction acido-basique. Pour votre information, les hydrolyses acides d'époxyde, ça existe également, mais ce n'est pas au programme. Qu'est-ce qu'on ferait pour une hydrolyse acide? On protonerait d'abord l'oxygène, et puis ensuite l'époxyde peut s'ouvrir, et ensuite on a l'addition de la molécule d'eau. Ou parfois ça se fait en concerté, bref. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est dépendant du substrat et ce n'est pas au programme. Écoutez, chers amis, je pense qu'on est déjà pas trop mal parce que regardez, on a essayé la fiche sur les dérivés éthyléniques et on a toutes les fiches couplées les unes avec les autres. Franchement, c'est magnifique. Je suis assez content de vous avoir proposé ça. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vraiment plus loin, je rappelle que je donne une formation de chimie organique en ligne, donc je vous mets un lien en description, vous pouvez aller voir. Alors ça demande de l'investissement, ça demande de l'engagement, mais par contre clairement, vous devenez hyper balèze en chimie organique et vous maîtrisez tout ça sur le bout des doigts sans aucun problème. Donc vous n'hésitez pas, si jamais vous voulez aller jeter un œil au lien. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit message. C'est hyper important pour moi. Ça fait hyper plaisir et ça motive. Allez, je vous dis à bientôt. Travaillez bien. Salut.